La presse israélienne résume les conséquences économiques de la probable dissolution de la Knesset en 4 points. Premièrement, un coût de 3 milliards de shekels, report des grandes réformes, report des négociations salariales et également report du budget. Nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, vous avez survolé pour nous la presse économique de ces derniers jours et bien entendu, on parle beaucoup aussi d'élections anticipées, de la dissolution du Parlement et bien entendu des répercussions économiques d'une telle démarche, d'une telle décision. Expliquez-nous quelles vont être concrètement, on va dire sur le terrain, les répercussions d'une telle décision, d'un tel développement politique. Oui, comme je pense que j'ai entendu un peu que vous en avez parlé, et sûrement comme d'habitude brillamment. On va se passer dans le scénario où il y a la dissolution de la Knesset. Il y a d'autres scénarios qui sont envisagés, mais comme c'est le plus probable, je voudrais quand même informer les gens de ce qui pourrait se passer. La presse économique, disons en 4 points, résume les conséquences économiques de cette dissolution. Premièrement, une dépense de 3 milliards de shekels pour les élections. C'est-à-dire, il y a tout un système... Les élections vont coûter 3 milliards. Oui. Maintenant, encore une fois, c'est intéressant à dire, c'est un coût, d'une certaine façon, c'est une dépense pour l'État, mais il y a certains secteurs qui vont en profiter. Mais disons que c'est peut-être de l'argent aussi qui aurait pu être affecté à d'autres sujets, c'est ce que certains disent aussi. La deuxième chose c'est report des grandes réformes. Par exemple, on avait parlé récemment des réformes concernant l'augmentation du SMIC, du salaire minimum en Israël. D'ailleurs, c'est à mon avis une des raisons pour lesquelles le gouvernement est tombé, c'est qu'il y a eu la semaine dernière un vote massif des députés pour augmenter le SMIC de 30 à 40 shekels de l'heure. Et quand le ministère des Finances a vu ça et les autres, ils ont compris que ça veut dire qu'on n'a plus les gens vont penser qu'il va y avoir des élections et donc ils risquent de prendre les députés des mesures qui seraient très lourdes pour l'économie. En tout cas, que d'après les ministères des Finances, c'est un problème. Et donc, il n'y aura de toute façon pas d'augmentation du SMIC comme il devait y avoir maintenant, et c'est sans doute reporté en 2023. On parle jusqu'à avril 2023, pas d'augmentation du salaire minimum. Si on parle maintenant justement d'ailleurs des conditions salariales, vous avez sûrement parlé de la grève aujourd'hui des professeurs. Bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que la presse dit, le Globe ce matin, et je pense qu'il a raison, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'accord maintenant énorme, c'est-à-dire que le ministère des Finances va faire un accord maintenant avec telle branche comme les professeurs ou autres. Il y a maintenant dans tout le secteur public des négociations qui sont faites parce que si il va donner un endroit beaucoup, c'est évident que ça fera un problème avec l'autre et il est limité pendant cette période-là à prendre des grandes décisions. Donc d'après ce qu'on dit, il n'y aura pas d'accord salarial entre le gouvernement et les fonctionnaires jusqu'à sans doute le prochain gouvernement. Ou alors des accords tout petits. Maintenant, report aussi des nominations. Il devait y avoir, par exemple, le chef du butoir Lomi qui devait être nommé. C'est très important, parce que un chef, ça donne quand même une stratégie. Toutes les nominations de ce genre vont être... tout ce qui est planifié va être gelé, on va dire. Et dernière chose très intéressante, enfin importante, je pense, c'était l'histoire de l'immobilier. Parce que le gouvernement avait présenté des réformes concernant l'immobilier, de faire très rapidement maintenant des maisons, de lancer des plans massifs. Comme ça, il devait annoncer il y a quelques jours. C'est évident qu'il n'y aura pas lieu. Maintenant, à mon avis, le point de vue des prix de l'immobilier, on en parlera peut-être dans le deuxième sujet, ce que va faire la Banque d'Israël en juillet, on parle d'une augmentation de 1,5% en juillet de l'intérêt, des taux d'intérêt de la Banque d'Israël. Ça va jouer beaucoup plus sur le refroidissement de l'immobilier que des projets qui auraient été très longs. Il y a aussi des projets tout ce qui est le budget. Le budget va être porté à apparemment mi-2023, donc il n'y aura pas maintenant, même si le gouvernement sera fait après, ça met un certain nombre de mois,
mois. Et donc, ça va rester pendant un an à peu près sans Alors, budget. on comprend bien, c'est surtout une sorte de paralysie. Justement, je voudrais vous poser une question qui se lie au second sujet dont vous vouliez parler, c'est-à-dire de l'inflation en Israël. Est-ce que finalement, le fait qu'on va se projeter vers une période d'instabilité politique va entraver une démarche visant à faire baisser les prix ou à essayer de juguler, on va dire, cette inflation? Alors, d'abord, il y a deux choses qui sont contradictoires. D'un côté, il y avait une réforme du ministère des Finances qui voulait libérer l'importation des œufs. Elle avait été la semaine dernière annulée par la Knesset, oui, pour protéger le secteur israélien. Et donc ça fait monter d'une certaine façon l'inflation. D'un autre côté, Lieberman vient d'annoncer qu'il va baisser de 1,5 shekel en plus l'impôt sur l'essence. Alors, vous pouvez dire que c'est, de toute façon, on en parlait, est-ce que c'est lié aux élections ou pas? Est-ce que quand même le gouvernement va se livrer à une politique populiste? Voilà, un peu donner on ne sait pas. C'est pas exactement ce qui va se faire. Je sais que, par exemple, il devait donner beaucoup d'argent maintenant, justement, dans la réforme de l'immobilier, ce qu'on appelle aux grandes villes, aux régions, pour justement permettre ça. Et ça va être arrêté, c'est évident. Alors, sur l'inflation, concernant l'inflation, alors donnez-nous les chiffres du mois de mai et essayez de nous projeter sur toute l'année parce qu'on est très inquiet de ce point de vue-là. Alors, justement, ce qui s'est passé en mai en Israël, c'est une décélération de l'inflation, c'est-à-dire, en tout cas, l'inflation a été moins que ce que tout le monde prévoyait. Elle a été que de 0,6%, alors qu'on prévoyait 0,7%. On annonçait d'ailleurs une augmentation massive, par exemple, des prix des loyers. Eh ben, ça n'a pas eu lieu. 0,2%, dit le statut de la statistique. Autre chose, si on parle encore de l'immobilier de façon générale, jusqu'à maintenant, on était sur une tendance de 16% en un an. On est tombé à un peu plus que 15. C'est-à-dire, il y a une décélération des prix de l'immobilier qui sont, à mon avis, comme je l'ai rappelé au début, vu à la difficulté maintenant de prendre des mashkantot et surtout un renchérissement des prêts hypothécaires qui fait qu'il y a moins de gens sur le marché et une imposition plus forte. On en avait parlé plusieurs fois ici. Ça a joué sur le prix de l'immobilier. Ce qu'il faut noter, c'est une augmentation très importante du prix, mais c'est normal à cette saison, des fruits qui sont frais, de 14%, mais c'est quelque chose qui est latent et qui va baisser. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question, on pense qu'il y aura une certaine décélération de l'inflation. On pense par exemple que les économistes parlent de 0,4% en juin, 0,4% en juillet. On parle sur toute l'année auto d'être dans les 4%. Encore une fois, je voudrais signaler qu'en Europe, la moyenne, c'est 8%. Vous avez des pays en Europe d'ailleurs qui sont à 20% d'inflation. L'Allemagne est entre 8 et 10%. La France est entre 5 et 8%, ça dépend comment on compte. Et en plus de ça, ce qu'il faut le dire aussi, c'est qu'Israël, oui, il y a eu, et d'ailleurs l'Institut des statistiques dit un peu plus de récession qu'il avait prévu au premier trimestre, c'est-à-dire 1,9 au lieu de 1,6, mais elle le redit, c'est venu après une augmentation au dernier trimestre de 2021 de plus que 15% en rythme annuel. Donc on pèse de 1% à même 2% par rapport à un rythme de 15%. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment en récession. Et par contre, dans les pays européens et aux États-Unis, on a peur d'une vraie récession. En Israël, on ne pense pas, la plupart des économistes ne pensent pas qu'on est dans ce schéma, même s'il peut y avoir un certain refroidissement. Alors, je voudrais que l'on aborde un sujet qui peut paraître un peu étonnant. Vous allez nous expliquer que pour la première fois en Israël, une compagnie de cartes de crédit, alors vous allez nous expliquer qui, propose des produits d'épargne, ce qui est donc tout à fait inédit. Oui, vous avez sûrement entendu, comme nos téléspectateurs ou auditeurs, entend parler de Max. Oui, Max, bien sûr. Il y a depuis, de la part de la Banque d'Israël et également des différents acteurs économiques qui comptent, qui décident en Israël, une volonté toujours de faire de la concurrence par rapport au secteur bancaire. Un des projets qui a maintenant, donc je vais expliquer, qui a eu lieu, pour pouvoir justement permettre cette plus grande concurrence, est la chose suivante. À partir de cette semaine, la compagnie Max, donc compagnie de crédit, propose aux gens la chose suivante. C'est vrai, jusqu'à maintenant, vous me connaissez comme quelqu'un qui vous donne, avec quoi vous pouvez payer, et une entreprise qui vous donne des prêts. Maintenant, je vous propose aussi d'épargner grâce à moi.
2 sortes d'épargne, je vous propose. Vous pouvez mettre de l'argent de côté, ça s'appelle de l'argent de côté, qui ne vous rapportera rien, mais vous pouvez le prendre au bout de 3 jours. Je ne vois pas tellement d'intérêt. Vous pouvez faire ça dans le compte en banque, bon, mais ça vous coûtera rien et ça a aucune. Mais c'est comme ça, tant que vous avez de l'argent, vous pouvez le prendre par votre carte de crédit. Une deuxième chose qui est, et ça, elle se lance sur ce qu'on appelle les polices d'épargne. J'ai souvent parlé ici de ce produit financier qui est devenu très populaire en Israël car il a des avantages fiscaux, il permet de nommer aussi qui sont les bénéficiaires et encore plein d'avantages fiscaux. Et elle a fait un accord avec une compagnie d'assurance qui s'appelle Bitoach Yashir de dire, voilà, les gens vont se voir proposer 4 chemins, 4 possibilités d'épargner, suivant plus ou moins les risques qu'ils voudront, et ils pourront le faire en donnant d'un coup, en donnant mois par mois, comme exactement une police d'épargne normale. Et donc, ils pensent que, quel intérêt? Parce que là, souvent, les cartes de crédit sachent exactement combien vous avez aussi, comment vous dépensez. Donc, ils peuvent vous envoyer des pubs en vous disant, voilà, c'est bien, et pouvoir donc se mesurer par rapport, dans l'épargne aussi par rapport à ce qui est dans le secteur bancaire. Mais surtout, ce qu'il faut dire, la chose suivante, c'est que la police d'épargne, pour l'instant, n'est pas vendue dans les banques, mais surtout est vendue par les compagnies d'assurance et donc par les assureurs. Et en vérité, cette démarche-là n'est pas vraiment une démarche contre le secteur bancaire, c'est une démarche contre les assureurs. Maintenant, si moi on me permet là-dessus de dire ce que j'en pense, et je pense que je dis aux gens de très très prudents, parce que l'épargne, ça doit être quelque chose qu'il y ait quelqu'un en face de vous, premièrement, qui vous conseille. Parce que souvent, à partir du moment où vous épargnez, et même si on vous dit que, d'après la pub, ce chemin-là que vous prenez est moins dangereux que l'autre, tout d'un coup, pour diverses raisons, comme on le voit maintenant, ça peut beaucoup baisser, et quelqu'un peut avoir peur et retirer tout son argent. Et il n'a pas quelqu'un qui a parlé. Deuxièmement, je peux vous dire que dans ce genre de choses d'épargne, et surtout des polices d'épargne, si on n'a pas un assureur qui est en face de vous, qui rédige avec vous le contrat qui vous lit, qui vous explique pendant 1 heure et qui vous explique le principe des bénéficiaires et surtout, au moins, qui est derrière vous, c'est-à-dire qui surveille votre police d'assurance, qui peut vous conseiller au milieu et qui aussi, au cas où il y a un problème, où vous voulez retirer de l'argent ou bien tout d'un coup, en cas de décès, des choses malheureusement comme ça, ils sont immédiatement là pour vous aider face à la compagnie d'assurance, alors ça vaut tout l'or du monde. Le service est très très important. Et moi, j'ai peur, d'après ce que c'est présenté maintenant, qu'il n'y aura pas ce service qui est donné par l'assureur. Oui. Je ne suis pas ici, quelqu'un qui est, je ne suis pas pour défendre les assureurs, mais l'expérience que j'ai en Israël, vous le voyez dans la voiture aussi, ou dans les appartements, d'aller dans un endroit peut-être que vous pourrez gagner 0,1 ou 0,2% de frais de gestion, ça ne vaut pas tout le fait d'avoir en face de vous quelqu'un qui, sans arrêt, peut être un conseiller par rapport à quel est le meilleur produit par rapport à ce que vous voulez. Alors, on va terminer ce survol de la presse économique avec la Banque d'Israël qui prend des mesures qui vont permettre à des commerces de recevoir les bons de cadeaux offerts par les employeurs. Expliquez-nous. Voilà. La Banque d'Israël est allée devant ce constat-là. Vous savez, souvent, c'est en tout cas au moment de Pessah, au moment des fêtes juives de Tishri, les entreprises, les organisations offrent à leurs employés des bons de cadeaux, qui sont la plupart du temps quelque chose maintenant qu'on peut venir et distribuer venir dans les magasins qui sont liés à cette entreprise qui a émis ce bon. La Banque d'Israël a remarqué que dans le marché, elle a fait un sondage, 670 millions de shekels par an sont perdus de la façon suivante, parce que les gens ont simplement une liste très limité d'endroits où ils peuvent dépenser ces choses-là, et donc ils ne le font pas, et c'est perdu après. Et ils ont remarqué aussi 50% des gens ils ont fait maintenant un sondage, 50% des gens, par exemple maintenant, il y a 300 shekels qui n'ont pas utilisé de ça. Donc ils voient qu'il y avait un problème acquisitif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé la chose suivante, de demander que chaque endroit où il y aura la possibilité maintenant de payer en carte de crédit. Dans n'importe quel petit magasin, maintenant, vous avez la possibilité de payer par une carte de crédit, pourra accepter n'importe quel bon
de cadeaux que vous avez reçus. Donc, les gens iront acheter n'importe quoi, ils pourront immédiatement l'utiliser. Alors, il y a effectivement des fois des accords spéciaux entre certaines grandes chaînes et ceux qui émettent. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais disons, point de vue de la Banque d'Israël, elle a permis et le moyen technologique par cette loi qu'elle a fait, elle a dit pas sans permis, j'oblige même, et apparemment ça va permettre aux gens de beaucoup plus utiliser et dans beaucoup plus d'endroits les cadeaux qu'ils vont recevoir. Eh bien, c'est tout à fait intéressant de savoir ça, de s'informer de cette bonne nouvelle, on va dire, pour surtout les commerces et pour aussi les détenteurs de ces bons de cadeaux. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, de nous avoir permis ce survol de la presse économique de cette semaine.